Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver fidèle à cette dernière édition de notre cycle de conférences au Carrefour des Cultures de l'année académique 2025. Vous savez, le Carrefour des Cultures est un cycle interdisciplinaire interculturel de conférences qui vise à faire dialoguer les sciences, les organisations et bien entendu les sciences humaines et sociales autour d'un parti pris résolument humaniste qui repose sur une éthique de la qualité, sur un effort en faveur de la reconnaissance de la diversité des cultures, des individualités des cultures, un effort aussi de décentrement du regard, de réflexivité, de distanciation du regard et également d'empathie vis-à-vis de cet autre moi-même qu'est l'autre, sous des horizons et sous des temporalités bien différentes. Comme vous le savez, ce cycle de conférences est porté par la chaire entreprise inclusive de Paul Bézescourt, direction de la recherche, valorisation et impact, est porté bien entendu le partenariat avec la Fondation culturelle du Musée Régulière et l'ARCH, dans un dialogue interdisciplinaire assumé et dans une fraternité de conviction forte de la singularité, également de légitimité académique, professionnelle et bien sûr interdisciplinaire. Comme vous le savez également, notre cheminement vers les entrelacs de l'interculturel, vers le croisement interculturel, se déploie principalement à Paris, dans cet amphithéâtre. Il a également des résonances genevoises grâce à la Fondation culturelle de Vauban et à Laurence que je remercie et salue. Il a également des résonances niçoises. Vous savez probablement que la Bézescourt est une grande école à Paris, à Nice, à Abidjan et depuis quelques mois également à la frontière de Luxembourg, à Thionville. Notre deuxième siège se trouve à Nice et nous avons le grand honneur d'organiser un des événements officiels de la COP Océan des Nations Unies. Dans quelques semaines, 2 semaines, nous allons avoir le plaisir d'accueillir un des side events, l'événement officiel de la manifestation organisée à Nice, dans nos amphithéâtres, autour de la régénération des océans et des entreprises, où les questions de biodiversité et les questions de soutenabilité viendront également se connoter d'un engagement très fort en faveur de la diversité, bien sûr naturelle, mais également de la diversité interculturelle. Cette conférence, qui aura le 12 juin au soir, viendra parachever le cycle collaboratif sur d'autres manières, puisque la Fondation culturelle du Musée Régulière est un des partenaires aux côtés bien sûr des Nations Unies, la COP Océan, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, de la métropole niçoise, de la Fondation nationale d'avancement et la recherche gestion de la FNEJ, et d'un certain nombre d'autres partenaires, le CNAM, la chaire CERCIRAGE et autres structures scientifiques qui, avec nous, viendront explorer de manière multidisciplinaire le double enjeu de la régénération des océans, enjeu géotrophique essentiel, enjeu civilisationnel et bien sûr planétaire absolument central, et en même temps le rôle de l'entreprise comme espace social, comme enflaque social capable, dès lors que les business models sont avancés, les modèles managériaux également, de contribuer à une régénération des écosystèmes côtiers, tout particulièrement dans un double impact positif, aussi bien environnemental que socio-économique. Et à cette occasion, nous présenterons 8 photographies tirées d'une campagne de recherche soutenue par la Fondation culturelle Régulière qui viennent rendre hommage au peuple des mers, au peuple des océans, au peuple des lacunes, dans leur combat à la fois pour la préservation de leur identité, dans la préservation de leur singularité et en même temps dans le combat contre un réchauffement climatique qui est souvent synonyme d'appauvrissement aussi bien anthropique que bien sûr géoécologique. Et nous présentons également un autre regard de l'école, en particulier des équipes niçoises et de notre direction de la recherche. Tout ceci pour, quelque part, continuer le dialogue de la beauté, de l'art, des sciences humaines et des sciences de gestion et des sciences économiques, dont nous sommes évidemment des experts. Également, je souhaitais vous dire que cette conférence, et je remercie très chaleureusement Laurence particulièrement d'être à l'initiative de l'invitation du docteur Christian Coiffier, que je remercie de sa générosité et également de la richesse que je devine
l'avance de son propos, cette intervention autour des lianes du crottin, l'élément primordial de l'écologie chez les latitudes de Papouasie ou la Nouvelle-Guinée, va nous permettre de conjuguer évidemment un regard anthropologique et l'expert en anthropologie enrichi d'une expertise évidemment en architecture et d'une forte connaissance des sciences de la nature, mais également ce qui est un des fondements des sciences de gestion, c'est-à-dire la sociologie économique. Quelque part, derrière les lianes du crottin, comme derrière quelque part les cycles d'échanges généralisés cher Alban Minkowski, on retrouve derrière les échanges socio-économiques et l'anthropologie économique les fondements même du système social par ces jeux d'interdépendance, de jeux contre d'autres, plus ou moins agonistiques, plus ou moins forcés, plus ou moins volontaires, qui font la chimie et l'architecture du social. Donc quelque part, par le retour et à la nature et au cycle socio-économique qui entoure et symbolique qui entoure quelque part la socio-économie et l'anthropologie du crottin, nous allons aussi pouvoir toucher du doigt ce qu'est un des fondements de l'anthropologie des organisations, autrement dit, la redécouverte de l'homme dans sa globalité, de l'homo anthropologicus, comme dirait mon maître dans ce champ-là, derrière l'homo economicus, célébré par la science économique néolibérale appauvrie, autrement dit, oublieuse de ce miracle et de ce questionnement perpétuel qu'est l'homme en interaction avec son écosystème et ses pairs. Merci infiniment. Je passe la parole évidemment à Laurence pour un autre accueil. Un grand merci à François Panier, sans qui tout ce cheminement interculturel et dialogique n'aurait pas eu lieu et c'est la rencontre entre François Panier et notre maire, le sans qui, probablement, ces rencontres qui n'ont rien de hasardeux et tout de signifiant, de significatif, n'auraient pas eu lieu. Merci beaucoup. Je vais simplement dire deux mots. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir et je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je vous remercie d'être là. Je remercie très chaleureusement le docteur Christian Coiffier d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. J'ai eu le privilège de collaborer avec lui à plusieurs reprises. Il a notamment rédigé des textes pour des publications du musée Barbier-Muller, ainsi que plusieurs articles pour la revue Arts et Culture que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 23 ans. Je ne peux que souligner l'ampleur et la richesse de son parcours. Architecte de formation anthropologue, j'espère que tout ça est juste, le docteur Coiffier a consacré l'essentiel de ses recherches à la région du Sépic, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a mené de longues enquêtes de terrain, notamment auprès des Letmouls, dont il explore avec finesse les systèmes de pensée, les rituels et les liens profonds avec leur environnement. Il a été associé à plusieurs institutions prestigieuses, parmi lesquelles le Musée d'Homme, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, et il poursuit aujourd'hui ses travaux en tant qu'attaché au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Le thème de sa conférence, comme le disait Maria-Josée Pinard précédemment, résonne particulièrement avec les enjeux actuels. L'écologie, plus que jamais au cœur de nos préoccupations, sera abordée ici à travers le regard des Yatmoul. Avant de lui céder la parole, je souhaite exprimer mes remerciements les plus sincères à nos partenaires, sans qui ces rencontres régulières, organisées depuis bientôt 2 ans, ne pourraient pas. Tout d'abord, la docteure Maria-Josée Pinard, directrice de recherche de l'IPAG Business School et fondatrice de la chaire IPAG Entreprise inclusive, je dirais exclusive. Non, surtout pas exclusive. L'efficacité, la créativité et l'engagement sont remarquables. Je remercie également sa mère, la docteure Julia Bogliolo-Bruna, grande anthropologue spécialiste des Inuits, toujours engagée dans des projets de recherche stimulants avec lesquels nous sommes fiers de collaborer. Enfin, je tiens à saluer François Panier, président de l'Arche, avec qui nous collaborons de longue date. C'est à lui que nous devons la naissance de ce partenariat, de ces rencontres, qu'il en soit ici chaleureusement remercié.
remercier, ainsi que le docteur Adrien Biel, vice-président, même s'il est de l'Arche, même s'il n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Je laisse maintenant la parole au docteur Christian Coiffier pour nous emmener à la rencontre de ses savoirs et récits qui nous rappellent, peut-être mieux que jamais, l'urgence de repenser notre lien où vivons. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir. Premièrement, je voudrais remercier Laurence Maté qui m'a invité à cette conférence, ainsi que Maria Schwesselina et qui est directrice de recherche à l'IPAD Business School, qui a organisé la partie matérielle de cette conférence. Et je remercie également François Bagnier, président de l'Arche. Voilà. Donc, nous allons partir un peu loin pour nous dépayser. Bon, le Breton, je pense que tous, vous avez eu l'occasion de le croiser. Vous avez vu des fauteuils, des tables, toutes sortes d'objets dans ce matériau qui fut très à la mode dans la période Art Nouveau, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Bon, mais je pense vous faire découvrir la vision des Yatmoul qui est totalement ignorée, je pense, par les utilisateurs du Breton occidentaux. Alors, premièrement, où situer pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est la plus grande île du monde. Elle se trouve au nord de l'Australie et elle est pratiquement partagée en deux. La partie indépendante, qui s'appelle Papouasie-Nouvelle-Guinée, se trouve à l'est, à l'ouest, c'est une partie de l'Indonésie, une province indonésienne. La région où j'ai travaillé est le fleuve Sepik, donc vous voyez sur la carte, et les villages que j'ai particulièrement travaillé. Non, ça c'est le bouton qui avance. Voilà, en fait c'est le tout petit bouton rouge en haut. Oui, oui, mais s'il y a un peu en arrière, on n'est plus dans. Ça a déconnecté les images. Je crois que vous êtes en train d'avancer. Non, là vous avancez. Voilà, la zone de travail, c'est particulièrement celle-ci. Donc, et le fleuve, c'est voilà. Et déjà, vous pouvez vous apercevoir que les peuples de la région ont assimilé tous ces méandres du fleuve aux méandres que font les lianes de Rotin dans la Canopée. Il se trouve que j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet. Ça s'appelle l'Écosse et la Moelle du Rotin. Conception de l'univers, parce que le Rotin, justement, c'est à l'origine de beaucoup de mythes dans cette région des Égyptiens. Alors, le Rotin, qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que beaucoup de gens le savent. C'est un palmier, comme le cocotier,
ou d'autres familles, mais ouais, il peut faire le stick, on ne dit pas un tronc, hein, on dit un stick. Le stick peut faire 200 mètres de long, vous imaginez, et donc cette gamme se pousse et elle s'accroche grâce, vous voyez, des nombreuses épines. Au bout de chaque pagne, il y a des flagelles, c'est-à-dire des parties épineuses, comme vous pouvez voir sur la partie gauche, sur cette plante qui est. Ça fait partie des plantes que j'ai apportées pour l'herbier national, ici au Muséum d'Histoire naturelle. Donc, elle s'accroche grâce à tous ces pigments, ces épines, ces épines, et elle peut développer ainsi au peu des arbres qui font 30 à 40 mètres. Voilà, comme je l'ai inscrit, la récolte de rotin, les graines de rotin est une activité dangereuse matériellement et spirituellement. Premièrement, je n'ai jamais réussi à aller accompagner mes amis papous. Ils m'ont toujours déconseillé et trouvé toujours une bonne raison pour que je ne les accompagne pas à faire cette récolte de rotin. Donc, je ne peux pas vous dire comment se passe la récolte, mais je pense que réellement, physiquement, matériellement, c'est dangereux parce que si la laine se détache et vous tombe dessus avec tous ces pigments, je pense que ça peut être effectivement très dangereux. Et d'un autre côté, il y a le côté spirituel que je vais aborder maintenant. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir accès. Et pourtant, je suis allé très souvent, j'y retourne au mois de septembre dans cette région et j'ai fait une quinzaine de missions déjà depuis 40 ans. Voilà, et je trouve que la laine de palmier, rotin, et comme je l'ai marqué le style des cocotiers, est perçu avec l'aide d'un cordon ombilical reliant le fœtus au placenta. Et c'est également une perception du ciel et de la terre et de la relation entre ces deux entités. Bon, il y a des petits dessins que vous pouvez voir. Le dessin qui est à droite, je me suis un petit peu avancé en mettant un film triphasé. Et en fait, plus ou moins, et ce cordon ombilical, ou la liane de l'orotin, qui est une métaphore du cordon ombilical, en fait, représente le passage de l'énergie vitale, aussi bien pour les humains que pour les végétaux. Alors, la bouture que vous voyez sur votre droite représente tout à fait ce que signifie cette liane d'orotin. Donc, la partie bouture, ce serait la liane. Les feuilles représentées, ces feuilles en développement, c'est l'enfant, le fœtus est dans l'enfant en devenir. Et la base des racines qui sont l'équivalent du placenta. Et il faut penser que la plupart des plantes comestibles ou des plantes dont se servent cette population d'Iyapoul, ils les reproduisent soit par macrotage, soit par bouture. Alors, le mythe, il y a des mythes très importants concernant le rotin. En fait, l'histoire raconte chez Iyapoul qu'au départ, il y avait deux frères qui étaient nés d'un placenta enterré et un frère et une sœur. Et la mère était Yamandawa. Yamandawa, c'est le nom local de la Corée du Sud. Yamandawa, le mot Yamandawa, vous avez le mot Ya au début, et Ya, c'est le feu. C'est pas anodin de constater
sous-préfixe ya. Yamandawa est considérée également comme la mère du soleil. Vous voyez les relations. Et ensuite, c'est de ce frère et la sœur, il y a eu un inceste, et de cet inceste sont nés tous les humains. Donc, vous commencez à comprendre l'importance de ce végétal pour les Yamboul, mais également, je pense, pour une grande partie des peuples qui vivent sur les bords de ce fleuve. Une église, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une église, c'est une partie de l'écorce de cette liane qui est très dure. Il y a beaucoup de silice à l'intérieur de cette écorce. Et on s'en servait pour faire du feu, comme le dessin l'indique. La photo, en fait, c'est pour illustrer le feu, c'est des gens qui sont en train de durcir le bois avec du feu, le bout d'une pirogue. Et ça n'a pas de rapport avec la manière de faire du feu, c'était juste pour illustrer. Voilà, alors, comment on se sert de cette liane pour l'utiliser pour des ligatures? Vous voyez qu'on la coupe toujours en quatre. Et il y a une relation certaine entre cette manière de sectionner en quatre parties avec la pointe du sud qui est également un élément de quatre parties. Alors, l'écorce est considérée comme le dos des humains, alors que la moelle est considérée comme le ventre, la partie centrale. Parce que la liane de rotin, donc, comme tous les palmiers, donc il y a une partie très dure autour et à l'intérieur une partie fibreuse dans laquelle circule la sève très humide, parce que le rotin vit préfère les marécages et les zones très humides. Et la photo que vous avez vue tout à l'heure, c'est au bord du fleuve. Très souvent, on trouve les rotins dans les marécages, dans le long du fleuve. Je vous ai pas donné le nom latin, c'est Calamus. Calamus sp, il y a des centaines de variétés de rotins. Donc l'importance de cette division de quatre parties se retrouve sur les tableaux adorateurs qui sont au milieu de maisons cérémonielles, et grandes maisons de réunion des hommes. Maintenant, les femmes ne sont plus exclues de ces maisons. Pour certaines réunions importantes, elles participent aux réunions. Et donc, ce tabouret, vous avez le plan sur ce dessin, vous voyez qu'il y a une division de deux parties. Et il y a une relation avec la constellation avec la Croix du Sud. Donc pour les peuples sceptiques, la liane de rotin est l'équivalent d'un câble d'acier. Effectivement, les habitants des villages du fleuve sceptique se servent de ces lianes pour tirer des madriers, des troncs d'arbres, des pirogues, des choses très très lourdes, et ça ne rompt pas. C'est quasiment aussi solide que de l'acier. C'est vraisemblablement parce qu'il y a de nombreux grains de silice à l'intérieur. Je vais aller encore trop vite. Voilà. Donc, ces lianes non coupées en quatre vont être utilisées pour trier les piliers pour réaliser les maisons d'habitation ou les grandes maisons cérémonielles locales. Les éclisses de rotin servent également de lettres ruban, j'ai mis, mais en fait, c'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas comme sur nos lettres ruban, des nombres de centimètres, de millimètres et tout ça, mais les habitants s'en servent
pour prendre des mesures et les reporter sur d'autres, ou pour conserver certaines mesures. De même, c'est les lianes, alors les églises, particulièrement les écorces, vont servir pour construire des échafaudages, comme vous voyez sur cette image, et pour la construction ou la réparation de ces grandes maisons des hommes qui subsistent encore, et il y en a beaucoup moins qu'au début où j'ai commencé mes recherches, mais certains villages continuent de construire encore ces maisons. Le problème, c'est le manque de main-d'œuvre maintenant, parce que la jeunesse des villages n'est pas en ville. Et pour construire ces édifices, il fallait de nombreux bras. Voilà, donc, de plus en plus, ça devient difficile pour les villages de reconstruire leurs maisons. Vous pouvez apercevoir sur ces deux images les nombreuses ligatures de rotin pour associer la poutre faîtière avec les poutres secondaires qui constituent la clôture. Les très savants embrayages permettent des assemblages qui résistent aux tremblements de terre. Alors, moi, je compare parfois à l'architecture du Japon, mais au Japon, vous avez des devants et des mortaises, ce qui permettent pour ceux qui connaissent le Japon, vous avez pu voir, ça permet une certaine mobilité, et lorsqu'il y a des tremblements de terre qui sont fréquents au Japon, à l'aide de maillet, on peut remettre en ordre toute la construction. Et bien là, c'est un peu pareil. Il y a de très nombreux tremblements de terre dans la Papouasie Nouvelle-Guinée, et ces ligatures de rotin sont quand même relativement souples et faites de manière que lors d'un tremblement de terre pas trop fort, les choses bougent, oui, mais après soit en ordre directement. Il y a aussi l'avantage que le rotin n'est pas mangé par les termites. Mais par contre, je sais qu'en France, j'ai vu des vieux sièges de rotin d'État qui étaient mangés par les grillettes. Apparemment, il n'y a pas de grillettes que je sache en Nouvelle-Guinée, mais bon, ça dépend des petites bêtes qui peuvent dévorer c'est pratiquement le cœur qui pouvait être dévoré parce que la partie externe est trop dure. Là, vous avez un exemple de l'utilisation très grande. C'est des mètres, des centaines de mètres de rotin qui sont utilisés pour ces grandes constructions. Là, il s'agit de la maison de Kankanama, qui était une maison que l'on peut encore voir, sur la classe celtique, on peut la visiter. Elle est classée monument historique. Une autre image, ça c'est durant sa restauration. Et je pense que déjà vous sentez l'importance de cette liane. Sans ce matériau, l'architecture locale ne pourrait pas être ce qu'elle est. Et donc cette maison est encore visible, elle est visitée par les quelques touristes qui passent dans la région chaque mois. Et tous ces piliers sont sculptés, je sais que j'en ai comparé avec un épargne de charte locale. Alors, ce plan-là, vous voyez, ce n'est pas la même maison, c'est une autre maison qui se trouvait dans les zones marécageuses à quelques kilomètres du fleuve. Et il se trouve que le musée Kirmandi a des éléments d'une maison similaire qui
qui a disparu dans les années 50. Et donc nous avons un certain nombre de piliers, mais qui n'ont jamais été présentés malheureusement au public, parce que évidemment c'est des objets assez lourds, les piliers. Bon, voici c'est une photo ancienne de la maison de Cap-Canaman sur votre droite, que j'ai prise lors de mes premières missions, c'est-à-dire en 1972 et 1980. Mais il y a eu un tremblement de terre dans les années 60 qui a fait tomber une partie de la toiture. Et donc, les photos que vous avez vues précédemment, c'était la réflexion justement de cette toiture. Cette toiture était beaucoup plus impressionnante autrefois. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours interpellé, c'est de voir que, alors qu'ils n'avaient pas les possibilités de treuillage qu'ils ont maintenant, et ces gens pouvaient faire des maisons encore plus extraordinaires que celles que l'on peut voir maintenant, encore plus hautes, encore plus vastes. Bon, et il y a aussi une autre raison, c'est la perte de sens spirituel qui les incite plus à créer ces maisons. Bon, le petit croquis vous montre les charges de charge qui sont bien réparties et tenues par toutes ces miniatures de rotin, de galles de rotin que vous avez vu voir sur les photos précédentes. Le rotin avec certaines souplesses qui permet donc de faire des formes originales, comme là ces chapiteaux qui sont de chaque côté et qui sont souvent surmontés de sculptures. Vous avez l'exemple au-dessus qui est dans une très belle qui accueille les visiteurs juste à l'entrée de la partie océanique. Et cette sculpture provient de cette maison, comme celle que vous voyez, la maison de Cap-Canaman que je vous ai présentée auparavant. Alors, la couverture se fait par des tuiles végétales qui vont être réalisées aussi grâce toujours à des parties d'éclisses de rotin pour associer tous ces feuillages. Ce ne sont pas des feuilles de cocotier, les feuilles de cocotier ne sont pas assez solides, ceux qui sont allés à Tahiti au pouvoir, on utilise beaucoup de cocotier, mais ça ne tient que de 2 à 3 ans. Tandis que les feuilles de palmier sagoutier, une autre variété de palmier, peuvent tenir des dizaines d'années. La maison du village que j'ai fréquenté, depuis les années 80, s'est écoulée il y a 2 ans seulement, enfin la couverture, et donc la couverture a tenu, vous voyez, plus de 60 ans, une soixantaine d'années, c'est-à-dire l'équivalent de structures en tôle, en ardoise ou en tuile. Une structure va faire de 60-70 ans chez nous. Voilà, voilà des matériaux qui sont aussi solides que ceux que nous utilisons. Donc, sur la partie gauche, vous voyez une petite photo qui vous montre aussi comment on peut coudre. Alors, on se sert de l'aiguille faite en bambou. Le bambou est, je pourrais faire une conférence aussi sur le bambou, ça va pour une autre fois. C'est très important aussi le bambou. Vous voyez comment on peut coudre donc ces différentes folioles de papier sagoutier, les associer entre elles pour former ces tuiles végétales. Ensuite, on va les placer les unes sur les autres, sur la toiture, toujours avec des éclisses de rotin. Et puis, ce rotin permet de faire des formes originales pour les des troncs, l'ornementation des maisons, les fenêtres, les portes. Voilà. Mais comme vous le constatez, il faut de la main-d'œuvre aussi. Et ça, c'est le gros problème actuel, c'est que la jeunesse part en ville. Parfois, ils reviennent au village de temps en
les villages se vident petit à petit. Et en ville, on construit des maisons avec des toitures de tôle, enfin, ce que vous avez pu voir à Mayotte. Voilà. Bon, alors, quand il y a des ouragans, ça donne la même chose. Ça veut plus avancer pour. Ah, il y a un problème. Je suis désolé. Non, je parlais peut-être appuyer. Ah, merci. Non, ça va. Ah, c'est bon, merci. Ah, ça va. Alors là, encore, l'utilisation de cette liane merveilleuse pour faire des pignons de maisons entières qui sont des énormes masses de 3 à 4 mètres de grandeur. C'était je dis à l'infarté parce qu'il n'en reste plus qu'une. C'est dans le village de Tomado, où a travaillé l'écologue américaine Margaret Mead. Et là, en fait, la maison, cette maison familiale, elle est considérée comme un ancêtre maternel du propriétaire masculin de la maison. Et d'un côté, donc, je crois que c'est la mère de son père, et à l'arrière, il y a aussi un masque, et c'est la sœur de celle-ci, Satan. Et en fait, on rentre dans le ventre de la femme, et dans ma thèse, je sais que j'ai retrouvé ce texte en préparant cette conférence, il y a un informateur, un homme du village de Maranot, qui m'avait dit, oui, nous rentrons dans le ventre de nos ancêtres, nous vivons à l'intérieur du ventre de nos ancêtres. Vous voyez, c'est pas rien. Et tout ceci grâce au retard sur les photos de gauche, vous voyez toute cette armature, des retards entiers et puis des éclisses pour constituer ces grands masques. Je crois qu'il y en a aucun que j'en connais pas qui a été conservé dans des musées occidentaux. Il faut dire que c'est très grand, mais curieusement, aucun n'a été conservé. Voilà, les cloisons, on va réaliser de cette manière, les cloisons suspendues, c'est très ingénieux sur la partie, sur votre droite. Ces cloisons suspendues, mais il y a des complémentaires, bon, ça bouge, puis voilà, c'est aucun problème, ça serait fixe, il y aurait des problèmes. Donc, les gens qui ont conçu toutes ces architectures ont beaucoup compris du fonctionnement des dégradations apportées par les tremblements de terre. Et là, sur la photo qui se trouve là, vous avez des représentations en cours pour faire ceci. Ce n'est pas uniquement quelque chose de mécanique, matériel, qui aurait une fonction. En fait, c'est une fonction spirituelle. C'est une protection. Ça représente des esprits de la forêt. Et un peu comme dans les maisons asiatiques, où vous savez, vous avez comme des triangles protecteurs aux 4 coins des édifices, et bien là, ce sont des arceaux en retard. Et voilà, alors quelque chose que malheureusement je n'ai pas connu, puisque c'est une photo de Gregory Mason, qui a travaillé, un ethnologue britannique qui a travaillé également dans cette région dans les années 30. Et ça représente avec 2 esprits Wal, c'est donc les mouvements les esprits les plus importants. Et j'ai pu me faire de documenter cette image par les gens qui avaient encore connu. Les derniers, c'était une grande cérémonie qui avait lieu chaque année. Et elle a disparu après la Seconde Guerre mondiale.
Et vous voyez que là, c'était donc une courbe en rotin aussi qui représente, alors toujours par deux, main et fenêtre, on peut dire, où il y a toujours le côté linéaire qui est très important chez Eliade. Lors de l'inauguration d'une maison cérémonielle, vous voyez qu'il y a des chefs de rotin qui sont tirés par les yeux de la maison, parce que la maison représente un être humain, et particulièrement une femme. Ces deux chaînes sont tirées et à la fin sectionnées, donc comme des cordons ombilicaux. Donc on peut peut-être rapprocher ça du mythe dont je vous ai parlé tout à l'heure, des frères et la sœur à l'origine de l'humanité. Les photos sur le côté droit représentent un mannequin funéraire. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la quasiment dernière. Je crois qu'il y en a eu une autre encore moins importante après. Voilà, donc c'était en 1987 et c'était donc une cérémonie sur le funérailles pour un notable local, toujours dans le village de Cacarman, dont je vous ai parlé. Et donc le mannequin est reconstitué en rotin aussi. Et il est sur une plateforme soutenue par 4 rotins. Et ce mannequin funéraire est mobile, qui peut aller se balancer d'abord en arrière. Et la plateforme également se balance et représente le corps du défunt qui part sur le fleuve vers le pays des morts, c'est-à-dire vers la mer. La tête humaine, alors vous savez sans doute, vous savez, pour certains d'entre vous, que les peuples de cette région étaient des couples de tête, tout ça. On avait beaucoup écrit là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. C'est vrai qu'ils pouvaient surmonter les têtes et qu'ils coupaient parfois la tête de leurs ennemis, mais la plupart des crânes qui ont été rapportés de cette région, en fait, sont des crânes d'ancêtres. Alors peut-être que les Occidentaux qui les ont rapportés n'étaient pas très fiers, et donc on a mis ça sur le dos comme quoi ces gens étaient des coupeurs de tête, mais en fait c'est surtout les têtes de leurs ancêtres qui étaient surmontées de cette manière. Et donc la tête qui est retournée, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une ligature en bas qui est relie la mâchoire au reste du crâne. Et donc, un crâne, c'est une représentation du cosmos local, et les deux parties binaires du cosmos, la Terre et le ciel. Et entre les deux, cette ligature, le rotin, qui représente comme le cordon ombilical entre le placenta et le fœtus. Donc le rotin est indispensable pour toute fabrication de bâtiments, les enclos pour cochons, les enclos pour les poules, enfin tout ce qui peut être construit ne peut l'être que grâce aux ligatures de rotin. Et là vous voyez un pont comme il y en a de nombreux localement, parce que dans cette zone marécageuse, ce sont des troncs d'arbres qui sont placés sur des bambous, et tout ça ligaturé de rotin. Donc vous avez le bambou est important, les arbres aussi, c'est notre histoire, très important, et ce qui fait le lien, c'est le rotin. C'est toujours parti. C'est pour ça que, si j'ai fait ma thèse sur le côté binaire du rotin, après j'ai transformé mon habilitation à diriger des recherches sur en fait une qualité, mais qui est une triade.
irrémédiable en fait, parce que ce qui est le plus important au milieu de cette dualité, ce qui est le plus important, c'est ce qui est au milieu en fait. Et en fait, ça ne se voit pas. Et en fait, il faut comprendre, l'idée que je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est que c'est l'énergie vitale qui est au centre de tout ça, qui est constituée par papa-maman, qui crée des enfants, par voilà. Alors, voyons, il n'est pas que dans l'architecture que ce matériau est utilisé. Il va être utilisé pour suspendre les fameux crochets, il y en a de très nombreux dans les musées. Là, vous vous apercevez en haut, c'est un retard, parce qu'en fait, on veut le dessin, le tirant dessus au monde pour éviter que les rats puissent accéder au panier dans lequel il y a la nourriture. On descend pour prendre ce qu'il y a dans les paniers, puis après, on tire dessus pour le remonter. Voilà, et comme ça évite que les nuisibles puissent manger la nourriture, les réserves de nourriture. Sur l'autre côté, vous voyez une jeune femme qui prépare des galettes de sagou, le panier dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle a besoin évidemment d'un pilier pour placer au-dessus du foyer, et tout ligaturé avec le rosa. Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle se sert aussi pour déplacer les brandements dans le foyer d'une pince qui est faite avec une partie dure du rotin, de l'écorce, qui est retournée et ça fait une pince. Et c'est même un ressort parce que c'est un matériau très solide et quand même élastique, donc ça fait des très bonnes pinces. Alors, voilà, nous allons voir que ce matériau va être utilisé pour la chasse, pour fabriquer des cordes d'arc, et également pour la pêche, puisque les flagelles épineuses que vous avez vues tout à l'heure sur une photo, eh bien, vont être regroupées comme ça, comme un petit. Pour faire comme un. Ah, je crois. Un piège. Et le poisson, il peut rentrer, mais il ne peut plus ressortir parce que ses écailles sont prises dans les épines. Et bon, c'est encore utilisé, ils en fabriquent encore. C'est le bon jamais rapporté qui se trouve au musée du Quai Branly. On va s'en servir pour ligaturer sur les derniers. Là, c'est un allié pour écraser la fibre de sagou, pour solidariser la lame, qui autrefois était en pierre, maintenant c'est en métal, et bien on utilise, et les églises de rotin. Et cette femme qui est en train de filtrer donc, la fécule de sagou, et à son système de filtrage, utilise de nombreuses ligatures de sagou, de rotin, également. Le sagou, c'est une des nourritures principales encore des habitants. On a parlé, ils font des galettes, et puis il y a le poisson. Donc, poisson et sagou. Les grands producteurs de sagou, c'est leurs voisins Swatch, donc c'est une société très similaire au Yadmoul. Et donc, il y a échange entre les femmes lors du marché, il y a deux fois par semaine, les femmes Swatch produisent le sagou et l'échange contre les poissons pêchés par les femmes Yadmoul. C'est un système qui commence à dysfonctionner parce que les gens ont envie d'acquérir des biens, des pâtisseries et tout ça. Les choses changent. Le rotin, la chaîne de la représentation matérielle des esprits ancestraux, évidemment, après tout ce que je vous ai dit, vous voyez que c'est la base, oui, la chaîne, je crois que c'est le meilleur mot, pour le support des esprits. Anas n'est pas
l'esprit, il faut bien avoir ça dans l'idée. Ce n'est que l'habillage, ce n'est que le support de l'esprit. Il y a les esprits, alors il y a deux sortes d'esprits, les esprits du fleuve, les wagas, et les esprits de la forêt, les esprits du fleuve sont plutôt masculins, sont liés donc aux parties maternelles, et les esprits les esprits sylvestres sont associés au féminin et plutôt au lignage maternel. Alors, pour compléter un petit peu, je vous ai mis quelques images de l'utilisation du rodin chez les voisins alémans, qui vivent dans les collines qui surplombent le fleuve Sémique. Donc, ils ont des maisons très différentes, comme vous pouvez le voir, mais ils utilisent d'eux-mêmes leur rodin pour la réalisation de ces grandes maisons qui pouvaient faire autrefois jusqu'à 20 mètres, voire plus, donc à hauteur de certains immeubles parisiens. Je ne sais pas si c'est bon. Ah oui, voilà. Alors, une chose intéressante, c'est que, aussi bien chez les Amérindiens que chez les Yatmoul ou d'autres peuples de la région, il y a toujours une chaîne de rotin qui est suspendue au moment où l'on construit l'édifice, qui est suspendue dans la partie haute solide. Et comme vous l'avez vu sur un dessin aussi. Mais au moment du jour d'inauguration, lors des fêtes d'inauguration, on va sectionner cette chaîne de rotin. Vous voyez la relation avec le cordon ombilical, et ça donne vie à cette maison. Là, je vous ai mis plusieurs exemples de ce qui reste de ce cordon ombilical de la maison. Et puis, petit masque qui est censé représenter, je crois, la lune, puisque la partie haute de la maison, c'est le soleil, c'est associé au soleil, et à l'autre bout de chaîne de rotin, et bien c'était la lune, qui est représentée parfois au sol dans certains villages. Mais toutes ces photos, malheureusement, si vous allez là-bas, vous ne verrez plus, parce que je crois qu'il reste une maison encore de ce type. Et ce qui a détruit l'architecture de cette région, c'est le fait que les habitants ont gagné beaucoup d'argent en vendant de la vanille, en faisant de la vanille dans les années 90. Ils ont commencé, ils ont fait beaucoup d'argent et du coup, ils se sont achetés de la tôle. C'est tellement mieux que les toitures que je vous ai présentées. Et quand il y a des ouragans, il n'y a pas de cyclone, des vents très forts, violents, ces tôles s'envolent, ça blesse les gens, tout ça. Bon, voilà, c'est ça la modernité. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir envie d'avoir des maisons comme dans d'autres régions du monde. Mais personnellement, je trouve que leur maison traditionnelle avait de nombreux avantages. Sous le chaume, le chaume emmagasine la chaleur durant la journée, durant la nuit, il fait l'atmosphère est très, très bonne, puisque elle est rediffusée dans ce chaud, tandis qu'avec les tôles, c'est quasiment impossible de dormir dessous. Voilà, alors ça on a vu. Oui, pardon. Hop. Alors, encore une chose intéressante, vous voyez ces cerclages sur la photo de droite, ce sont c'est pour conserver la taille des cochons qui sont échangés dans les grandes échanges lignables et le cochon, tout ça. Et donc, on va les conserver pour savoir l'année d'après, il faut toujours vendre ces partenaires commerciaux, il faut rendre un
champ plus grave. Donc, c'est la raison pour laquelle on conserve avec un rotin, des rotins. Et puis, vous voyez la partie, la paroi de la maison, à quel point elle est ligaturée. C'est vraiment des centaines, des milliers de mètres de rotins qui sont utilisés. Les ignames aussi, donc les ignames vont être, c'est curieux, ils vont être suspendus pour être conservés dans les greniers à ignames, comme les éléments architecturaux que vous avez vu voir tout à l'heure. Là, nous avons, il y a eu des articles d'un collègue Ludovic Koupaille qui ont été publiés dans la revue Paris Muller. Voilà, le rotin, c'est également un matériau idéal pour les artistes locaux. La représentation d'une chauve-souris sur votre gauche, et une représentation des figures ancestrales, et là c'est chez les Swatch, dont je vous ai déjà parlé, ceux qui produisent du sagou, et qui ont une organisation sociale très similaire à celle des Yagou. Mais le problème actuel, c'est que les forêts commencent à disparaître, les forestiers malais, les compagnies forestières de Malaisie et chinoises de Malaisie agissent en Nouvelle-Guinée, coupent inconsidérément, avec l'accord parfois de certains édiles locaux, les plus beaux arbres, font parfois des coupes à blanc, comme vous pouvez voir sur cette photo. C'était juste en face du petit village où j'habitais, où je suis allé régulièrement depuis 40 ans. Ben voilà ce qui reste. Et qu'est-ce que l'on va faire après? Du palmier à huile. On plante du palmier à huile. Et donc vous imaginez que le rotin, pour pousser sur un terrain comme ça, c'est fini. Donc, le rotin, une construction, de belle construction comme autrefois, et puis même pour l'habitat, il faudra aller acheter au plus fort des planches en ville, à Haute-Voie, la capitale provinciale, acheter des clous, acheter des tôles ondulées, et voilà. Je suis un petit peu triste de voir disparaître une belle architecture et un matériau qui est universel, qui servait pour tout. Je pense que vous l'avez présenté, vous